Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine. Voici les titres de votre journal. Licenciement de journalistes trop indépendants. La Grande-Bretagne rejette la censure à la chinoise. Les autorités chinoises ne sont pas prêtes de suspendre leurs efforts pour censurer le cyberespace. Le régime chinois a récemment licencié plusieurs journalistes parce que ceux-ci avaient traité de sujets qui ne respectaient pas l'intérêt du Parti communiste. Les journalistes chinois qui ne respectent pas la ligne officielle du Parti communiste chinois sont licenciés et la presse libre du pays est de plus en plus restreinte. Mardi dernier, le journaliste Chen Jiren annonçait sur son microblog qu'il venait d'être licencié de son poste au Quotidien du Peuple, un journal officiel du parti. Chen était directeur de la rédaction du site web Jiangsu People, une version régionale du Quotidien du Peuple. Dans son message, vite retiré par les services de censure, Chen expliquait qu'on lui avait fait comprendre qu'il avait trop critiqué les autorités et que le régime ne pouvait pas employer une personne qui ne coopère pas. Chen avait précédemment publié des articles remettant en question les accomplissements politiques glorifiés par les autorités. Il avait aussi appelé au boycott des récents amendements sur la loi d'identification individuelle requérant l'enregistrement des empreintes digitales. Quelques jours avant le licenciement de Chen, un autre rédacteur en chef avait annoncé son départ d'un magazine d'investigation. Chu Chanchong était à la tête du magazine mensuel Grande Muraille. Ce magazine de plus en plus influent aurait été arrêté en octobre dernier par les autorités. Dimanche dernier, Chu a confirmé que son équipe et lui-même quittaient le magazine à cause de problèmes insolvables avec leurs supérieurs. Le mensuel Grande Muraille avait couvert des sujets comme la politique controversée du planning familial ou les démolitions forcées. Wang Lingtian, qui a été licencié de son poste de rédacteur en chef d'une publication de Chine continentale en 2007, explique pourquoi le régime chinois ne tolère pas les journalistes comme lui. Le Parti communiste reconnaît complètement sa propagande, et tous les médias ne sont que des outils de propagande. Si vous travaillez dans ce domaine, vous devenez un outil, un rapporteur du parti. Alors, on ne peut pas avoir de conscience ni de pensée indépendante. Le régime chinois a récemment encouragé le développement de ce qu'il appelle son pouvoir modéré, de façon à maintenir sa légitimité. L'administration centrale de la propagande contrôle les médias nationaux et leurs bureaux internationaux. Lors d'une récente cyberconférence en Chine, le PDG de Tencent, l'entreprise à qui appartient le service de microblogging QQ, a déclaré qu'il développait de nouveaux outils pour surveiller les messages postés par les internautes. Cette annonce a provoqué de vives critiques à l'heure où le régime chinois cherche à renforcer la censure sur les médias sociaux. Lors de la récente conférence TechCrunch Disrupt, Pony Ma, le PDG de Tencent, l'entreprise qui gère le service de microblogging QQ, a déclaré que son entreprise était en train de développer des outils permettant de surveiller les messages de ses utilisateurs. Selon Ma, cette demande émane du régime chinois et du public chinois. Le but serait d'éviter la diffusion de fausses informations. Mais de nombreux analystes pensent qu'il s'agit surtout de protéger le régime chinois. Ces prétendues fausses informations désignent précisément les actions scandaleuses des autorités communistes dénoncées par les internautes sur les microblogs. Ils disent qu'il n'est pas bon de protéger les autorités communistes. En fait, ce sont les responsables communistes qui ont besoin de créer des rumeurs ou de lancer de fausses informations. Le public veut vraiment connaître la vérité. Selon Chao Lianhai, un ancien professionnel des médias et blogueur, cette décision va ternir la réputation de Tencent. Jusqu'à présent, tout le monde apprécie le service de microblogging de Tencent et pense que cette entreprise respecte certains principes. Mais si Pony Ma applique cette surveillance systématique des messages, cela changera le point de vue sur Tencent et sur Ma lui-même. En septembre dernier, Charles Cao, PDG de Sina, un autre service de microblogging, a annoncé que son entreprise allait prendre des mesures similaires pour stopper les prétendues rumeurs. Suite à cela, de nombreux blogueurs se sont plaints que leurs messages avaient été effacés. Chao Lianhai est l'un de ces blogueurs. Finalement, Sina a fermé son compte. Actuellement, Sina réfute les rumeurs. En fait, souvent, il y a beaucoup de choses vraies que Sina déclare fausses. Beaucoup de gens l'ont dit. Ce sont eux qui ont lancé ces rumeurs. Sur de nombreuses questions, le régime chinois mélange le blanc et le noir, le vrai et le faux. Les citoyens ordinaires s'en sont aperçus. Le régime chinois maintient le système de censure Internet le plus complet au monde. Le rôle joué par les médias sociaux lors du printemps arabe a inquiété le régime.
En septembre dernier, la Chine, ainsi qu'une poignée d'autres nations, ont fait cette proposition aux Nations Unies. Une politique autoritaire sur les questions liées à Internet est un droit souverain des États. Mardi dernier, des représentants de plus de 60 pays ont assisté à la conférence sur le cyberespace de Londres. William Hague, le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, s'est clairement exprimé sur la question de la censure d'Internet. Mardi dernier, William Hague, le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, n'a pas retenu ses critiques envers la censure et la répression du libre usage d'Internet, exercée par des régimes autoritaires comme la Chine. Les droits de l'homme sont universels. Les différences culturelles ne sont pas une excuse pour ignorer les droits de l'homme. L'exploitation des réseaux digitaux par les criminels et les terroristes ne peut pas justifier que les États censurent les citoyens. Hague s'est exprimé lors d'une conférence sur le cyberespace à Londres, l'un des plus grands sommets sur Internet depuis que la Russie et la Chine ont présenté une loi pro-censure aux Nations Unies en septembre dernier. Ce document a appelé à la création d'un code mondial permettant au gouvernement d'exercer un droit souverain de censure sur Internet. Plus tôt cette année, des responsables britanniques avaient réfléchi à appliquer des mesures temporaires de censure afin de contrôler les émeutes urbaines. Mais après que les médias officiels chinois aient soutenu cette idée, la Grande-Bretagne l'a abandonnée. Selon certains, le soutien du Parti communiste chinois a embarrassé le gouvernement britannique au point que ce dernier abandonne ses projets de censure. Quelle qu'en soit la cause, Hague a clairement exprimé la position actuelle du gouvernement britannique sur la liberté d'expression en ligne. La Grande-Bretagne sera toujours à côté des citoyens aspirant à la liberté politique et économique au Moyen-Orient et dans le monde. Après notre courte pause, restez avec nous pour suivre dans votre journal. Manifestation tibétaine autour du G20. La voiture hybride pour une Chine plus écologique. Mercredi dernier, alors que les dirigeants mondiaux arrivaient en France pour participer au sommet du G20, des manifestants se sont rassemblés pour demander la liberté au Tibet, quelques semaines après que le régime chinois a lancé une nouvelle vague de répression violente envers les moines dans la région du Tibet. Des manifestants du groupe Free Tibet se sont réunis mercredi dernier à la gare principale de Cannes, en France. Ils ont exprimé leur colère face à l'arrivée du dirigeant chinois Hu Jintao au sommet du G20. Un sommet qui s'est ouvert mercredi soir. Aujourd'hui, nous demandons aux dirigeants mondiaux et au public de faire pression sur le régime chinois, ici au G20, pour qu'ils mettent fin à la répression militaire au Tibet. Les Tibétains vivent dans des conditions insoutenables. Ces derniers mois, 10 Tibétains se sont immolés, dont des jeunes Tibétains. Et ils demandent une intervention mondiale pour relayer leurs appels au secours. Selon le groupe Free Tibet, 10 Tibétains se sont immolés cette année, une réaction extrême à la façon dont le régime chinois traite les Tibétains. Mardi dernier, des enquêteurs pour les droits de l'homme auprès des Nations Unies ont appelé la Chine à cesser de réprimer les moines bouddhistes tibétains. Ils ont exprimé leur inquiétude face aux nombreuses arrestations et disparitions lors d'une récente vague de répression visant les libertés religieuses. Les manifestants ont été dispersés par les forces de police. De fortes mesures de sécurité avaient été appliquées dans toute la région. En dépit de nouvelles lois anticorruption, une enquête récente menée par la société Transparence Internationale montre que la corruption reste très courante dans des pays comme la Chine ou la Russie. Selon une enquête récente, la corruption est une pratique courante en Chine. Transparence Internationale, un groupe anticorruption basé à Berlin, a publié son 5e rapport des États les plus corrompus. Ce rapport classe les 28 plus grandes économies au monde en fonction de leur tendance à la corruption. Cette année, la Russie arrive en tête de liste, suivie de près par la Chine. Ces résultats sont les mêmes que ceux de la même étude effectuée en 2008. Ces résultats proviennent d'une enquête menée auprès de 3000 dirigeants d'entreprises du monde entier. Ceux-ci ont donné leur impression du niveau de corruption dans différents pays donnés. Transparence Internationale a relevé des similitudes entre cette enquête et un autre rapport daté de 2010. Les mêmes pays où la corruption est perçue comme étant élevée tendent également à avoir moins confiance dans leurs représentants. Au regard du grand nombre d'entreprises contrôlées par l'État chinois, cette enquête démontre le manque d'intégrité du régime chinois.
Le salon automobile des nouvelles énergies de Shanghai s'est ouvert dans une période très marquée par les inquiétudes sur la pollution en Chine. La plupart des voitures électriques gardent pourtant un prix élevé. Pékin va devoir faire un effort pour soutenir cette industrie en plein développement. La solution pour une Chine plus écologique se trouve peut-être au volant d'une voiture hybride. Selon un rapport publié en 2010, les véhicules circulant en Chine sont la cause de 30% de la pollution de l'air de tout le pays, qui occasionne le retard ou l'annulation de centaines d'avions. Selon les constructeurs automobiles, la nouvelle génération de voitures électriques et hybrides peut apporter en partie une solution. La nouvelle Rowi 750 a été construite par la plus grande entreprise automobile de Chine, le groupe industriel automobile de Shanghai. Cette voiture est au centre du salon automobile des nouvelles énergies de Shanghai. Le véhicule a été conçu pour fonctionner sur une batterie avec un moteur à essence de secours. Ce nouveau modèle coûte près de 26 000 €. On peut espérer une baisse du prix si Pékin tient sa promesse de subventionner la technologie hybride, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Il y a un an, la Chine promettait de soutenir les véhicules électriques à hauteur de 7 200 € pour tout achat d'une voiture électrique auprès des administrations centrales et régionales. Mais en de nombreux endroits, les subventions n'ont jamais été distribuées. On ne sait pas pourquoi ces financements ont été suspendus après tant de promesses. Mais les modèles hybrides devraient faire leur chemin. Je pense que les nouvelles énergies sont en développement, parce que l'essence, le diesel, le gaz naturel et les autres énergies vont s'épuiser. Les nouvelles énergies devront les remplacer un jour ou l'autre. D'autres sont plus hésitants à investir pour des raisons pratiques. Le système n'est pas très bien développé en Chine, surtout les stations de ravitaillement électrique. Cela prend du temps de recharger les batteries et une recharge complète permet à la voiture de rouler 100 km pendant 8 heures. Cela n'est pas pratique. Mais les constructeurs chinois pensent que l'avenir des voitures électriques et hybrides dépend de la volonté de Pékin de tenir sa promesse de soutenir les véhicules respectueux de l'environnement. Voilà donc pour ce lundi 7 novembre. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Excellente semaine à tous de la part de toute l'équipe d'Asie à la Une.